Bonjour et bienvenue au domaine départemental Pierre-Vive. On est très heureux de vous accueillir pour cette rencontre dessinée avec Lewis Trondheim, qui est ici. Donc, il a signé environ 200 ouvrages, donc soit en tant que scénariste, soit en tant que scénariste et dessinateur. Si vous voulez savoir comment il est passé de un type qui ne savait pas dessiner à un type qui a su un peu dessiner, qui a fini par savoir un peu dessiner, on vous invite à aller voir l'exposition qui est au rez-de-chaussée, qui a ouvert jeudi soir en fanfare avec Lewis. Et il y a plein d'autres possibilités autour de cette exposition. Donc il y a un escape game, Sarah qui est là a animé un escape game tout à l'heure, je crois. Il y a donc des ateliers de BD. Certains seront animés par Lewis. Vous avez tout le programme là-dedans. Il va y avoir une murder party. Il y a vraiment plein d'occasions. Est-ce que tout est gratuit? Tout est gratuit. Oh. Voilà. Avec l'argent de nos impôts? Exactement. Oh. Donc voilà. Pour ceux qui en payent. Et pour ceux qui n'en payent pas, eh ben, c'est une juste solidarité. Donc, je ne vais pas faire plus long parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Et on va lui laisser la place. En tout cas, on est vraiment super heureux qu'il ait choisi d'habiter Montpellier depuis une vingtaine d'années et qu'il ait accepté de faire cette exposition, cette conférence, ces ateliers avec nous, avec vous, cet après-midi, ce soir et jusqu'en janvier. C'est à la fois long comme délai, mais en même temps, faut se méfier parce que parfois, c'est tellement long qu'on oublie d'y aller. Donc, précipitez-vous, allez la voir et la revoir. Il est fort, hein. Donc, vous avez le flyer spécifique et puis tout ce qui se passe à Pierre-Vive. Vous avez dû voir le Ripper Café qui est en bas. J'en dirai pas plus. Lewis, up to you. Merci Bénédicte. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Si vous l'entendez bien, c'est grâce à Julien. Si vous le voyez bien, c'est grâce à Guy qui sont en régie. Et on a aussi Benjamin qui est là et donc toute une équipe de Pierre-Vive qui s'est mobilisée pour cette opération. Et qui sont bénévoles, qui ne sont pas payés du tout pour tout ça. Ah si. Ok. Merci de vous être déplacés malgré les pénuries actuelles. Qui connaît pas mon travail? Qui connaît mon travail? Comme ça, je vois ceux qui ne lèvent pas la main. Ah, il y en a une là qui a les cheveux longs et qui ne connaît pas mon travail. Elle n'a pas levé la main tout à l'heure. Ouais, je t'ai vu. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais dessiner une page des petits riens. Je vous expliquerai après ce que c'est les petits riens. Je vais raconter plus ou moins ma vie, plus ou moins mon travail, peu importe si c'est chronologique ou par ordre de préférence. Vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. On est là pour discuter. C'est pas un truc, je fais pas un show, hein, c'est juste là, je suis là pour être avec vous, vous montrer mon travail. Donc c'est un échange. Si vous êtes timide et que vous n'osez rien dire, c'est pas grave, je meublerai tout seul. Voilà. Juste un petit mot pour dire ce que je vais faire. Je vais faire une page des petits riens. Les petits riens, c'est quelque chose que je fais qui est autobiographique. Je voulais apprendre à dessiner, comme vous avez pu vous voir dans l'exposition, comme vous le verrez. Donc j'ai commencé à faire des travaux un petit peu simplistes. Ne sachant pas dessiner, je faisais des choses un peu comme ça. Comment je peux montrer? Je faisais des petites cases. Comme ça, vous voyez là, comme ça? Ouais, je faisais des toutes petites cases de ce format-là. Avec un personnage comme ça. Je collais de la trame comme ça. Et je faisais le même personnage, même format, la bouche ouverte, et je mettais la trame aussi. Et après, je photocopiais les cases, je les agrandissais, et après, je collais des bulles. Et je rythmais, savoir s'il parlait de lui, ou si quelqu'un d'autre parlait avec la queue de bulle qui allait sur l'extérieur. Et ça faisait des petites histoires drôles. Et petit à petit, je me suis fait connaître par rapport à ça. Je faisais mon fanzine pendant à peu près 2 ans. J'ai intégré une équipe de dessinateurs qui ont monté une structure qui s'appelle l'association en 90. Et à partir de là, j'ai essayé aussi d'apprendre à mieux dessiner. J'ai fait un album de 500 pages qui s'appelle Lapino et les carottes de Patagonie pour apprendre à dessiner. En fait, j'ai fait 423 pages et après j'ai arrêté parce que je pensais que j'étais super bon dessinateur. Pendant 1 an, j'ai rien fait. J'ai fait
2 ou 3 albums pour proposer aux éditeurs et personne n'en a voulu. Et les copains de l'atelier, ils m'ont dit « Ah ben, ça serait bien comme que tu finisses parce que ça a l'air chouette comme histoire. » Puis c'était en 91. 91, il n'y avait pas beaucoup de bandes dessinées autobiographiques, il n'y avait pas beaucoup de bandes dessinées noir et blanc, il n'y avait pas beaucoup de bandes dessinées de 500 pages grand format. Donc je me dis, bon, ça va faire dépenser des sous pour rien, mais bon, pourquoi pas. Donc on en a tiré 1000 exemplaires. Et là, au moment où je parle, je me rends compte que j'ai pas pris mon encre. Donc si je suis en panne d'encre, je suis dans le caca. Donc on a fait cet album, qui s'est correctement vendu. On a même réimprimé plusieurs fois. Et après, je voyais que je me cachais quand même pas mal derrière les dialogues. Donc je me suis dit, faisons une bande dessinée muette pour apprendre à dessiner sans dialogue. Et j'ai fait La Mouche. C'est un album avec une mouche qui se promène. Et puis voilà, c'est pas très super intéressant, mais c'est tout ce que j'avais trouvé sur le moment. Alors pourquoi je dessine une mouche alors la mouche, elle était comment? Elle était comme ça. Tchoc, tchoc. Elle était comme ça, avec des gros yeux, des grosses dents, des ailes, des bras. C'est facile à dessiner. Et surtout des chaussures. On ne sait pas pourquoi. Et elle était toute noire. Donc vous verrez à l'exposition, il y a quelques pages. Et cet album-là, je l'ai fait pour l'édition du Seuil. Et à l'époque, je crois que j'étais payé 5000 francs, c'est-à-dire 900 €. Voilà. Entre le moment où j'ai commencé à faire de la bande dessinée pour mon fanzine en 88 et le moment où j'ai vraiment gagné ma vie en 95, où j'avais un contrat chez Dargaud, voilà, j'ai mis 7 ans à un peu de galère. Mais bon, ça allait, je faisais à peu près ce que je voulais, mais c'est pas si facile que ça, quoi, de faire de la bande dessinée et surtout d'en vivre. Ensuite, j'ai fait un album qui s'appelle Slalom. Je l'ai proposé aussi à tous les éditeurs. Et personne n'en a voulu. Enfin, s'il y en a un qui en voulait bien, mais il ne voulait pas me payer. Les humanoïdes associés. Donc je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, tant qu'à pas être payé, autant aller à l'association. À l'association, on payait des droits d'auteur, il y avait 10% de droits d'auteur toujours, mais on n'était pas payé en avance sur droit. Le système habituel en édition, c'est que l'éditeur donne des avances sur les droits, comme ça l'auteur il peut travailler dessus, et après, bah, s'il a touché, je sais pas, 5000 €, 10 000 €, 20 000 € d'avance, selon, et ben, il faudrait qu'il vende, selon le prix du livre aussi, 5000 bouquins, 10 000 bouquins ou 20 000 bouquins, avant de commencer à retoucher de l'argent. Il y a beaucoup d'auteurs qui effectivement ne remboursent jamais leur avance et qui sont obligés de faire un album puis un autre. En fait, c'est une course effrénée aux nouveaux albums. C'est pas pour ça qu'il y a la surproduction en bande dessinée, mais c'est une des raisons de la paupérisation du métier d'auteur de bande dessinée. Et après, j'ai fait aussi une bande dessinée autobiographique qui s'appelle Approximativement, en 93. En parallèle, je faisais plein de choses. J'ai beaucoup travaillé pour d'autres auteurs en tant que scénariste. Mais ce qui me manquait, c'était le travail de mise en couleur. Ma femme est coloriste, Brigitte Findakli. Elle a mis en couleur presque tous mes albums. Et j'étais un peu frustré de ne pas savoir, moi, mettre en couleur un bouquin. Ma formation, elle est pas spécifiquement en bande dessinée. J'ai fait l'armée, à l'époque c'était obligatoire, et j'ai fait une école de graphisme publicitaire, pour rassurer mes parents. Mes parents étaient libraires, et je ne savais vraiment pas quoi faire. Et entre 86 et 88, j'ai appris à faire de la maquette, à faire du lettrage, à faire de la composition, à faire plein de trucs pas super intéressants, mais bon, qui les rassuraient. Et en parallèle, je faisais mon fanzine, et je me disais, voilà, si ça marche pas à la BD, je pourrais toujours essayer de faire de la publicité. Et de fait, j'ai fait de la publicité plus tard, mais parce qu'on a demandé à ce que moi, en tant que Lewis Random, je fasse des interventions sur des... il y avait MK2, il y avait Orange, il y avait même le Minitel. J'ai fait la dernière publicité pour le Minitel. Grâce à moi, c'est mort.
C'est vrai, hein, cherchez sur les archives sur Internet, je crois qu'il existe encore le petit. Il voulait une petite mascotte, donc j'ai fait une petite mascotte et puis c'était ça, ça s'est arrêté tout de suite. Je pensais que j'allais être très très riche et ben non. Donc pour apprendre à faire de la couleur, c'était en 2005-2006, je me suis dit faisons des petites pages autobiographiques où je raconte un truc que je vois, que je pense, que j'entends. Donc ça s'appelle Les Petits Riens. Et puis je mettrai en couleur. Le seul but c'était de le mettre en couleur. Et donc j'ai fait 20 ou 30 pages comme ça, petit à petit, régulièrement. Pas tous les jours, mais quand j'avais une idée. Parfois il pouvait y en avoir 2 dans la journée, parfois il pouvait y en avoir une seule dans la semaine. Et au bout d'une trentaine, je me suis dit, tiens, c'était l'époque des blogs, mettons ça sur un blog. Puis après, je me dis, tant qu'à mettre ça sur un blog, autant faire des livres. Et donc j'ai fini par faire des livres. Il y en a 8 pour l'instant. Ce qui veut dire que chaque livre fait dans les 124 pages, donc j'ai fait plus de 1000 pages des Petits Riens. Je crois que c'est l'œuvre où j'ai fait le plus de pages. Donc là, par exemple, je travaille que sur des carnets comme ça. C'est aquarelle. Et ça, c'est quand j'étais en février dernier. J'étais à Dubaï. Je sais pas, j'ai pas été à Dubaï parce que je suis un influenceur. Hein. J'ai été à Dubaï parce que j'ai un copain qui habite là-bas et qui m'a dit viens nous voir un jour, et on a été le voir un jour. Donc ça, je le mets maintenant en ligne, mais sur Instagram. Donc pareil, à chaque fois, c'est... je vais peut-être le mettre droit, ce sera mieux. Hop, pardon. Là, c'était musée d'Abu Dhabi. Là, c'est un des trucs par rapport au panneau. Ça craque, hein. J'ai l'impression que c'est ma barbe qui fait des scratchs. Je vais rentrer chez moi, je vais me raser, je vais revenir. Vous avez 1h30 à attendre, c'est bon? Ouais, donc, parfois, c'est des blagounettes. Là, on arrivait au Sultanat d'Oman. Donc, j'ai dit à mon copain, c'était Olivier Vatine, il habite à Montpellier aussi. Je lui ai dit de se mettre devant pour faire la photo. Et je lui ai dit de se placer, comme ça. Et voilà. C'est pas du tout homophobe, hein, c'est juste pour faire une blague. Chacun fait comme il veut. Voilà. Et là, c'est un truc, c'est un mec qui était sur un bateau qui racontait des trucs par rapport au trafic entre Oman et l'Iran. Il y a des bateaux tout le temps qui viennent faire... enfin bon, peu importe. Là, c'est ma femme qui se baigne. Et elle tourne autour du bateau. Et là, il y a le mec qui dit stop, pas de ce côté, reculez. Voilà. C'était Olivier Vatine qui était dans les toilettes. Voilà. Donc voilà, c'est des blagues comme ça. Enfin, pas toujours des blagues, mais... voilà. Donc, le dernier que j'ai dû faire remonte à février dernier, et on est déjà en octobre. Donc pendant 2 ans, quasiment, j'ai rien fait parce qu'on ne bougeait pas. Et c'est un peu une gymnastique, hein, de faire de la bande dessinée, faire du scénario, faire du dessin. Il faut en faire régulièrement. Et avec le Covid, j'ai pas fait grand-chose. Je fais souvent des choses quand je suis en voyage, parce que quand je suis chez moi, je fais mes albums habituels. Et en voyage, comme j'aime pas spécialement les vacances, je travaille. Je trouve des systèmes pour bosser. Un des systèmes les meilleurs pour bosser, c'est avec Johan Sfar. Parce que lui non plus, il n'aime pas les vacances. Et nos femmes, à l'époque, s'entendaient bien. Elles s'entendent toujours bien, mais nos enfants s'entendaient bien, ils s'entendent toujours bien. Donc on décidait de partir en vacances en famille. Et on mettait nos femmes et nos enfants dans un coin. Et avec Johan, on allait sur une table et on avait du papier et on écrivait du donjon. Donc je pense qu'on a écrit au moins 30 ou 35 albums de donjons en vacances. La dernière fois, c'était vers Avignon. Et à chaque fois que il loue une maison pour lui, ses chiens, ses enfants.
n'y a pas d'ordre de préférence. Hein. J'ai dit les chiens, les enfants, c'est pas. Il aime bien les deux. Et puis je le rejoins généralement une semaine, 10 jours. Et je ne sais jamais si on va trouver quelque chose à dire, quelque chose à faire, parce qu'on n'a pas de plan. Et là, on s'est installé. On a pris nos paquets de feuilles. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire ça, pourquoi pas. Et en 24 heures, on avait fait un album entier. Et en 48 heures, on avait fait un deuxième. Alors j'ai dit à Joanne, bon, c'est bien, mais là, on va peut-être s'épuiser, il faut ralentir le rythme. Donc au bout d'une semaine, on avait fait 3 albums et demi, ce qui est quand même beaucoup. Et j'ai aucune idée si c'est bien ou si c'est pas bien. Si c'est un mode de travail qu'il faut faire ou pas faire. J'ai l'impression que c'est notre mode de travail et chacun doit un petit peu s'adapter à ses propres capacités, ses propres envies. Oui. Question. Est-ce que vous avez un rythme quotidien? Comment ça se passe pour vous? Ou est-ce que quand vous êtes dans le boulot, vous travaillez de jour comme de nuit? Comment vous fonctionnez? Tu me poses la question parce que tu es auteur toi-même et tu veux savoir comment ça se passe ou juste par curiosité? Parce que je crée des choses aussi. D'accord, ça ne me surprend pas. Quand je dis chacun a son propre rythme, c'est que vraiment chacun a son propre rythme. Moi, je ne conseille pas du tout ma façon de travailler à qui que ce soit. Je me lève. Là, aujourd'hui, je me suis levé à 11h47, je crois. Je crois que je ne me suis jamais levé aussi tard de toute l'année. Mais j'avais un peu de sommeil de retard aussi, donc c'est pour ça. Je me couche tard aussi. Je travaille peu. Et comme je suis très paresseux, je suis très efficace quand je travaille. Donc une page de bande dessinée classique, on va dire, comme du Lapino, comme du Ralph Azam, je fais ça en une journée si je fais que ça. Je vais le crayonner, l'histoire, je la fais en quoi? En 1 heure et demie à peine. Et l'ancrage, 1 heure et demie, 2 heures. Donc même en une après-midi, quoi, c'est réglé. Donc je pourrais faire un album de Lapino tous les 45 jours. Mais je suis incapable de faire ça que ça, quoi. À un moment, je saturerais. Donc j'aime bien alterner. Quand je suis coincé sur un truc, eh ben, il n'y a pas de problème, je passe sur un autre. Et j'ai le cerveau qui est fait de telle manière que automatiquement, il y a la nuit, le lendemain, 3 jours après, il y a un truc qui se déclenche pour trouver des solutions qui me manquaient. Et le pire, c'est que je travaille maintenant, enfin depuis 4 ans, 5 ans, je travaille mes scénarios ou mon dessin, et à côté, je joue au poker en ligne. Et il ne faut pas. Pas parce qu'on perd des sous, il ne faut pas parce que c'est mal. Et pourquoi je fais ça? C'est simplement parce que dans notre tête à tous, on a toujours un petit singe qui dit va faire autre chose, va faire autre chose. Là, tu peux peut-être aller manger des gâteaux, là tu peux peut-être aller regarder ce qu'il y a sur Internet, là tu peux peut-être... Et le fait que je gère ce petit singe-là avec le poker donc c'est un truc où on joue ou on joue pas, mais généralement on ne va pas jouer, c'est un truc de patience, on va laisser passer plein de mains, donc pendant 5 minutes, je vais pas jouer, après pendant 10 secondes je vais regarder un truc, puis après encore 5 minutes je vais pas jouer. Mais le petit singe, il est occupé là. Il va pas me dire allez, va chercher des gâteaux et grossis, ou des trucs comme ça. Voilà, je suis sûr que je ne t'ai pas du tout aidé dans mes solutions. Mais c'est la vérité, et c'est comme ça. Je vais vous demander de faire avec le micro, parce que comme c'est enregistré, on entendra votre question. Et les enfants et la famille, ils acceptent que vous travaillez et que vous ne participiez pas aux vacances du tout? On va dire que je participe un petit peu. Pas beaucoup, mais un petit peu. Non, mais c'est vrai que j'ai été un très mauvais père et pas un très très bon mari, mais on est toujours mariés avec Brigitte depuis... ça fera quoi, 30 ans cette année? Non, l'année prochaine. Non, ouais, je connais même ma date de mariage, donc je ne suis pas si mauvais que ça.
Non, c'est vrai que par exemple, pour emmener les enfants à l'école, je ne faisais pas. Quand on est en vacances, quand il faut, ça me saoule un petit peu parce que j'ai envie d'être dans mon petit monde imaginaire et c'est pas très bien. Mais c'est un métier qui est compliqué. Moi j'ai tellement mis longtemps à faire de la bande dessinée, à savoir dessiner, à savoir raconter des histoires et surtout être payé pour faire ce que je fais, qu'une fois que c'était mis en place, je ne voulais pas le perdre. Et donc j'ai toujours continué comme ça. Et j'étais un enfant timide, plutôt solitaire. Donc j'étais dans ma chambre, je faisais mes mondes imaginaires pareils. Donc je continue un petit peu le même modèle. Et je me dis que si j'arrête, c'est compliqué. Souvent on pose la question, est-ce que vous avez l'angoisse de la page blanche, ce genre de conneries, pardon, non, ce genre de questions. En fait, pour moi, c'est pas un problème. Je ne pense pas que ce soit un problème pour grand monde au niveau artistique. Le problème, c'est plus de se dire, je vais m'asseoir à ma table de travail, je vais tendre la main pour prendre mon stylo, et je vais prendre la feuille et je vais commencer à travailler. Parce qu'on se met dans une situation où on doit être dans une espèce d'auto-hypnose pour être dans son petit monde, d'être dans l'histoire qu'on est en train de créer, d'être dans son dessin. Et cette auto-hypnose, c'est une petite bulle qui est très agréable. Ça crée je crois que c'est des endorphines ou des choses comme ça, qui sont des drogues naturelles. Et on y est bien une fois qu'on y est installé. Quand il y a notre femme qui dit viens faire les leçons aux enfants, ou on va partir en vacances si tu ne prends pas ton travail, j'aime moins. Mais je m'y contrains quand même un petit peu. Je suis pas si mauvais. J'essaie de me convaincre. Et ce travail d'auteur, d'auto-hypnose, c'est le travail qu'on fait aussi sur le lecteur lui-même. C'est-à-dire que notre but, c'est de raconter des histoires et de faire oublier au lecteur qu'il est en train de lire. Si on fait un truc où c'est mal écrit, il y a un texte qu'on ne lit pas très bien, le lecteur il sort de sa lecture et c'est pas bien. S'il y a un mouvement qui n'est pas bien fait, mais qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? S'il y a un décor qui n'est pas bien fait, où est-ce qu'il est? Et nous, notre but, c'est juste de dire, voilà, le lecteur, il ouvre la page, le livre, il regarde la première page, la première case, et d'un seul coup, quand il aura fini le livre, il se dira, j'ai lu le livre, j'ai fait l'effort de lire. Parce que la lecture, c'est un travail qui est actif, contrairement regarder la télévision, aller au cinéma. Il y a un petit peu d'activité, mais c'est souvent quand même assez passif. Et en tout cas, de plus en plus, les films ne sont pas des films faits pour qu'on réfléchisse en même temps qu'on regarde le film. Il y en a quelques-uns, comme Memento, par exemple, où c'est un flashback continuel, donc on est obligé de réfléchir en même temps qu'on regarde le film. Et ça, moi, j'aime bien. Mais généralement, maintenant... comme il y a tellement d'effets spéciaux et tout ça, on met tout sur les effets spéciaux, on met tout sur le spectacle, et c'est juste pur divertissement, et pourquoi pas aussi, hein. Mais voilà, donc notre but, nous, en tout cas, auteurs de bande dessinée, c'est d'arriver à maintenir cet état d'hypnose du lecteur, et c'est très très facile de perdre cet état-là, parce que il faut savoir dessiner, il faut savoir raconter, il faut savoir faire l'ellipse de case à case, il faut savoir faire les couleurs, il faut savoir faire la mise en scène, il faut savoir faire jouer les personnages. C'est vraiment difficile, hein, la bande dessinée. Il y a plein de gens qui veulent faire de la bande dessinée et qui arrêtent parce que il faut tout maîtriser à la fois et tout le monde n'en est pas capable. Mais l'avantage aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de bien savoir dessiner. Et c'est pour ça que je fais de la bande dessinée. C'est que moi, au début, je ne comptais pas en faire, hein. J'espérais juste faire du scénario. Et j'ai fait de la bande dessinée parce que j'ai lu un jour une bande dessinée, c'était en 87, qui était très mal dessinée, mais très bien racontée. Et là, j'ai eu une espèce de flash en me disant, merde, non, je n'ai pas dit merde, j'ai dit zut. Et on peut faire de la bande dessinée sans savoir dessiner. Il suffit juste de choper le lecteur à la première case, à la première bulle. C'est ce que je faisais avec mes petits bonshommes patates, comme ça. À la première bulle, mettre dans une situation, mettre dans un dialogue intéressant, un rapport de personnage intéressant. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est pas difficile en soi. Il suffit juste de dire, voilà, il y a un personnage, il y a une bulle, et le mec, il va dire... Alors surtout, il ne va pas dire,
bonjour, ou il ne va pas dire oh, je me lève, ou oh, je ne sais pas quoi faire. Ça, c'est mort. Et s'il dit, par exemple, j'ai rendez-vous dans 5 minutes et je ne sais pas où est mon pantalon. Ah, bah, on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer après. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Hein. Donc il faut... On n'a pas besoin d'être super intelligent pour faire de la bande dessinée, on n'a pas besoin d'être super bon, on a besoin, je pense, surtout d'empathie avec ses propres personnages et d'envie de raconter. Après, si on s'améliore avec le temps, c'est bien, et c'est ce que j'ai fait moi, vous verrez ça dans l'exposition pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, s'améliorer, et même sans qu'on fasse de la bande dessinée, s'améliorer en tant qu'être humain toute sa vie, je pense que c'est un petit peu le but de pourquoi on est là. Non. Vous n'êtes pas d'accord? Non, vous mieux faire la guerre. Oui. Alors, qu'est-ce que ce seraient les prochaines améliorations pour vous? Qu'est-ce que vous avez comme défi? Alors, mon défi, c'est... Alors, pour ceux qui n'ont pas lu la bande dessinée qui s'appelle Désœuvré, c'est une bande dessinée que j'ai faite en 2005, qui raconte... Enfin, c'est autobiographique et c'est un travail un peu journalistique où je me pose la question pourquoi les auteurs de bande dessinée font de la merde quand ils deviennent vieux. Ah, pas de la merde, ils font de la zut quand ils deviennent vieux. Non, en fait, pourquoi les auteurs de bande dessinée font leur chef-d'œuvre quand ils sont enfants, jeunes, enfin pas jeunes, enfants, quand ils sont jeunes adultes, 20 ans, 30 ans, on va dire, 40 ans grand maximum, et pourquoi après, bah c'est pas là. En fait, c'est comme dans le rock'n'roll. Les Rolling Stones, ils n'ont pas fait des tubes quand ils avaient 60 ans ni 70 ans, c'était quand ils avaient 20 berges, et après ils ont toujours répété les trucs. Alors qu'en peinture, tu as des peintres qui, à 80 ans, font leur plus belle toile. Il y a des réalisateurs qui, à 70 ans, 80 ans, font encore des très belles choses. Parce que c'est un travail collectif aussi, c'est un poil différent. Mais la bande dessinée, c'est un travail d'usure. On travaille le même personnage. Souvent, on est coincé. Moi, j'ai eu cet avantage de ne pas être pieds et poings liés avec un succès. Lapino, c'est le personnage le plus connu que j'ai pu faire. Mais... on vendait quoi? Maximum sur Slalom, quand c'est passé chez Dargaud, on en a vendu 30 000, 35 000. C'est pas beaucoup. Hein. Titeuf, à la grande époque, c'était 1 million, et Astérix, c'est 2 millions. Donc, et j'aurais fait vendu 100 000 exemplaires d'un seul truc, enfin d'un bouquin. Ça aurait été très, très, très compliqué parce que... imaginez 100 000 exemplaires, je touche 10% d'un bouquin qui est vendu 20 €. Ça fait combien par... je gagne combien? Combien? En tout 100 000, 20 €, 10%. 200 000? Voilà, 200 000, merci. Je suis à moitié sourd aussi. Puis j'ai tellement pas envie de réfléchir aux mathématiques. Donc voilà, je fais un bouquin, en 2 mois, je gagne 200 000 €. Comment je fais pour ne plus avoir envie de refaire un deuxième, d'un troisième, d'un quatrième? C'est complexe. Donc le succès, c'est chouette, ça donne une certaine liberté, mais ça donne aussi un certain enfermement. Donc j'ai eu cet avantage de ne pas avoir de gros succès. Ma plus grosse vente, c'est avec Johann Sfar sur Donjon tome 1. Zénith, on est peut-être à 85 000 maintenant, mais c'est pas moi tout seul, donc ça va, c'est pas, il n'y a pas d'ego là-dedans, c'est pas très important. Donc, alors je disais ça pourquoi? Parce que vous suivez pas, hein? Pourquoi? C'était quoi la question? Ah ben, comment m'améliorer? Donc voilà, alors j'étais sur le désœuvrement, donc ça s'appelle désœuvrer, sur le fait qu'on devienne vieux en bande dessinée et qu'on fasse des choses moins intéressantes. Et souvent, notre entourage, nos éditeurs ne nous disent pas que c'est pas bien. Ils vont nous dire oui, continue. Même si tu gagnes 20 000 € à faire le bouquin, bah, tu gagnes 20 000 €, et puis tu ne vas pas mettre de l'ego devant là-dessus pour dire je fais plus le livre. Donc mon travail
actuel, c'est un travail sur moi pour me dire qu'il ne faut pas que je mette la bande dessinée au milieu de ma vie, au centre de ma vie, mais il faut que je mette ma vie au centre de ma vie. Je continue à faire de la bande dessinée, sans doute que j'arrêterai au bout d'un moment quand même, mais j'essaie de plus profiter des choses, contrairement aux 30 dernières années. Mais ça, c'est un truc qu'on peut plus facilement faire une fois qu'on est installé, une fois qu'on est tranquille, une fois qu'on sait qu'on peut ne pas bosser même pendant un an, que c'est pas grave. Quand on a 30 ans, qu'on a 2 enfants, il faut bosser, quoi. Donc voilà, je suis dans un luxe où je peux me permettre de réfléchir à ça et de me dire, voilà, la vie est plus importante que mon travail. Et oui, c'est pas rigolo toujours ce que je dis. Hein. D'autres questions ? Là. Et est-ce que c'était par peur de la lassitude que vous avez arrêté Lapino et Donjon ? Et pourquoi avoir redémarré les 2 séries ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Lapino, j'ai fait une dizaine de livres chez Dargaud. Alors pourquoi j'ai fait des livres chez Dargaud ? C'est simple, parce que le premier album que j'avais fait, c'était Slalom, c'était Lapino en noir et blanc. Je vous ai dit que j'ai vu tous les éditeurs, personne n'en voulait non plus. Et je l'ai fait à l'association. J'ai eu le prix du meilleur jeune auteur en 94. Et là-dessus, Dargaud m'a dit « Ah, bah, finalement, ça nous intéresse de faire Lapino. » Très courageux. Et en même temps, ils m'ont dit, c'est encore plus drôle, ils m'ont dit... si ça nous intéresse Lapino, mais là on attend le résultat du procès en appel contre Uderzo. Si on récupère Astérix, le fait de publier Astérix, on te publie. Donc en appel, ils ont gagné contre Uderzo, ils pouvaient continuer à faire Astérix, ce qui leur rapporte beaucoup d'argent, et ils ont fait Lapino. Et 9 mois plus tard, ils ont perdu en cassation. Et Uderzo a créé et a fait ce qu'il voulait, il a tout récupéré, Dargaud a tout perdu. Mais moi j'étais déjà chez Dargaud, j'avais signé les contrats. et tant mieux pour eux, parce que finalement chez Dargaud, parce que je suis venu chez Dargaud, après sont venus des gens qui étaient dans mon atelier, comme Christophe Blain, comme Johan Sfar, des copains comme Manu Larsonnet. Ça a créé Poisson Pilote, ça a créé tout un renouveau au sein de chez Dargaud qu'ils n'osaient même pas faire, alors qu'ils avaient de l'argent avant. Donc, pourquoi pas. Donc, j'ai fait 10 albums de Lapino. Le dernier chez Dargaud s'appelait La vie comme elle vient. C'est un album qui traitait de la mort, de manière plus ou moins comique, comme d'habitude, plutôt moins que plus. Et ça ne devait pas être Lapino qui mourait à la fin de l'album, ça devait être un autre personnage. Puis au bout d'un moment, au bout de la page 10-12, je me disais non, c'est pas logique, c'est pas normal que ce soit un autre personnage. Je veux parler de la mort ça nous concerne personnellement. Si c'est un autre qui meurt, ça n'a pas le même sens. Et puis, mais j'étais pas sûr de moi, je me disais quand même, je vais pas faire mourir Lapino, c'est débile. Et puis mon personnage, dans ma tête, il me disait non, je vais pas mourir. On est vachement schizophrène dans la BD quand on est artiste. Mais c'est vrai, il sortait dans tous les sens. Non, il y a peut-être notre moyen pour faire un truc qui soit bien. Et en festival, c'est à cause de vous qu'il est mort. Quand je dis vous, pas vous forcément dans la salle, mais je posais la question au lecteur qui venait pour moi, et je disais et s'il y a un personnage qui devait mourir dans l'univers de Lapino, vous préféreriez que ce soit qui, Lapino ou Richard? La réponse a été à 90% Lapino. Les lecteurs préfèrent Richard. Lapino, il est gentil moralisateur, mais il est chiant. Richard, il est con, mais il est tellement drôle. On ne veut pas qu'il meure. Donc, la réponse est un peu là. Donc, Lapino est mort. On me l'a reproché. À chaque fois qu'on me le reprochait en festival aussi, je répondais ça. Et je disais aussi, est-ce que l'album aurait été meilleur si ça avait été un autre personnage qui était mort? Et tout le monde me disait, ah bah non, il aurait été moins bon. Donc pourquoi tu me reproches d'avoir fait le meilleur album possible? Et pour moi, c'était clair, il était mort, on n'en parlait plus. Et
pendant 13 ans, je n'ai pas pensé à autre chose que mes autres albums, point final. Et en 2016, je crois, je me posais la question, parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs de bande dessinée qui meurent, et donc leurs personnages qui restent vacants, et qui sont donnés à d'autres auteurs, que ce soit Lucky Luke, Black Mortimer, plein de choses comme ça. Et je me disais, tiens, quand je vais mourir, est-ce que quelqu'un va reprendre Lapino? Je lui ai dit, bah non, il est mort, Lapino. Personne ne peut reprendre Lapino. Et je me suis dit, mais moi, comment je ferais? Et je commence à réfléchir. J'étais en train de dessiner Alphazam, j'ai commencé à réfléchir. Puis je me dis, ah ouais, peut-être qu'il y a un truc un peu malin. Ils sont en train de discuter sur un banc, ils parlent d'univers parallèle, où Richard dirait, ah ouais. Et si tu étais mort dans notre univers, est-ce que je trouve que ce serait bien d'aller te chercher dans un autre univers pour que tu sois ici de nouveau avec nous? Puis Lapino qui disait, bon, mais dans ce cas-là, je serais plus dans l'autre univers où je manquerais aussi. Et donc c'était réglé en 3 cases. Et je me disais, comment je continuerai l'album? Et puis je commence à continuer. Et en 12 jours, j'avais fait 12 pages. Ancrées, hein, je les ai faites. Et je me suis dit, merde, je suis en train de faire un nouvel album de Lapino. Mais j'ai pas le temps parce que je suis en train de faire Alphazam, ça doit apparaître dans le journal Spirou. Comment je vais faire? Bon, bah, j'ai continué à faire Alphazam, j'ai mis le truc de côté. Et un an après, j'ai repris les pages. Et je les ai lues pour voir si ça avait encore du sens. Et l'énergie était encore là. Et j'ai fait la suite, et encore la suite, et encore la suite. Donc ça, c'est pour la reprise de Lapino. Et je l'ai refait la suite chez l'association, parce que c'est l'éditeur historique de Lapino, et c'est un éditeur qui a besoin aussi de sous, qu'il y ait un peu d'argent qui rentre. Donc je préfère donner de l'argent à l'association pour qu'il y ait des bouquins qui se fassent, plutôt que de le donner chez Delcourt, ou chez Dargaud, ou chez Dupuis, qui sont des gens très bien aussi, mais qui n'ont pas besoin de moi, quoi. Et la reprise... Alors la reprise de Donjon nécessite l'explication de l'arrêt de Donjon. Et là, on en vient, ça doit être 2009, j'imagine, ça doit être 2009. Joanne qui me dit, j'ai plus le temps de faire Donjon, on va arrêter, je vais faire de l'audiovisuel, il y a le Chat du Rabbin en dessin animé, en même temps je vais faire Gainsbourg en live, donc voilà, on arrête. Donc ça voulait dire aussi, on arrête d'aller en vacances ensemble. Ok, on arrête d'aller en vacances ensemble. Je crois qu'on a écouté un petit peu en vacances ensemble quand même, parce que les enfants ils voulaient, mais pas comme avant. Et j'ai dit, bon, très bien, pas de souci, je comprends. Et pendant quelques mois, rien ne se passe. Et sur les forums, il y a des gens qui disent, vous ne faites pas de nouveaux donjons, il n'y a rien en perspective? Je dis non. Et puis on me dit, mais alors, vous pouvez continuer tout seul si Joanne n'y veut pas. Je dis, je sais pas, je sais pas. Et genre, 2 heures après, Joanne me téléphone. Genre, il lit les forums aussi. Il n'a pas le temps de faire donjon, mais il a le temps de lire les forums. Il me dit, non, tu fais pas donjon tout seul. Hein. Donjon, on est à 2, il faut qu'on soit à 2. Moi, je dis, ok, pas de problème. Et donc, tu continues le cinéma? Oui, je continue le cinéma. Ok. J'adore Joanne. C'est un puits de science et un puits d'histoire aussi à raconter sur lui. On peut se moquer tout le temps. Et un mois plus tard, Brigitte reçoit des pages d'un nouveau bouquin de Joanne qu'il est en train de faire, qui s'appelle L'Ancien Temps. Et c'est de l'Heroic Fantasy qu'il fait tout seul. Joanne. Enfin, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu m'aimes pas? Donc, pas de souci, hein, il fait ce qu'il veut. Il arrivait à travailler sur d'autres albums en même temps qu'il faisait son boulot, donc c'est bien. Mais je dis, s'il fait un album d'Heroic Fantasy, enfin, s'il fait une série d'Heroic Fantasy, je vais aussi faire une série d'Heroic Fantasy, puis voilà. Donc, et là, je crois que c'est l'album le plus rapide que j'ai dû faire, de 48 pages cartonné couleur. J'ai commencé Alphazam, et je me suis dit, alors, comment je fais? Alors, je vais faire une grande case avec un personnage qui se bat contre un monstre, un autre personnage qui les regarde. Ça a vraiment commencé comme ça. Et je me disais, et je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi. En 2 mois, j'avais fait le premier album.
tout fini. Et dans la tête, j'avais déjà la construction pour 7 albums. Et j'ai fait en fait 12 albums en 10 ans. Et l'histoire est close au niveau de Ralph Azam. Et en 96, 97, Johan il me dit on pourrait reprendre Donjon. Je dis pourquoi? Bon, j'aime bien Donjon, c'est bien, c'était bien. Bah oui, c'était bien. Je dis, tu fais plus d'audiovisuel? Ah non, pour l'instant, là, il y a plein de trucs en cours, mais on n'a pas la green light. On n'a pas le feu vert. Mais je pense qu'on travaille dans le showbiz. On a des mots spécifiques. Donc, tant qu'il n'avait pas la green light, il pouvait faire Donjon. Donc, depuis qu'il n'a pas la green light, donc jusqu'à maintenant, fort heureusement pour Donjon et les fans de Donjon, Johan ne peut pas faire de cinéma ni de télévision. Sinon, on n'aurait jamais vu la suite des aventures. Bon, malgré tout, j'avais quand même réussi à le coincer en 2014, je crois. Et je lui ai dit quand même, il faut qu'on finisse la méta-histoire avec le mal absolu. Et donc j'avais coincé sur 4 jours. On avait écrit les 2 épisodes qui ont été dessinés par Alfred et par Mazan sur la fin du donjon et au Septentrion. Comme ça ne laissait pas la grande histoire en plan. Mais après, c'est vrai qu'il y avait tellement d'arcs narratifs qui étaient tressés, qui étaient à l'arrêt aussi, qu'on pouvait reprendre tout ça. Et quand on a repris après, j'ai dit à Johan, ok, on reprend, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je sais pas, je lui ai dit, on peut faire un truc qui se passe 10 000 albums avant et 10 000 albums après. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, on a fait aussi, c'est déjà 7 séries parallèles, hein, avec des choses qui se passent 100 tomes avant, 100 tomes après, et n'importe où, n'importe quand, et enfin bon. Et donc c'est ce qu'on a fait, et là je pense qu'on doit écrire à peu près effectivement 3 à 4 albums par an, en l'espace d'une semaine, et après il y a des dessinateurs qui s'en occupent pour le reste de l'année. Est-ce que j'ai à peu près répondu sur la question de pourquoi tout ça? Oui. Il y avait une autre question là, je crois. Non? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi des animaux comme personnages. Parce que c'est plus facile à dessiner, tout simplement. Des animaux et minimalistes. C'est des animaux, mais pas bien faits. Guarnido, quand il fait Black Sad, c'est des animaux genre Disney, qui sont très très détaillés. Moi, je fais un cacatoès, c'est moi. Je fais un bec, une barre de sourcil, et c'est réglé, quoi. On s'en fiche, en fait. Le principal, c'est de raconter son histoire et de bien raconter son histoire. Donc, c'est simplement par incapacité de savoir faire autre chose. J'aurais su dessiner autrement, j'aurais dessiné autrement. C'est toujours tellement plus flatteur au début de sa carrière de se dire « Ah, je dessine bien, je vais montrer comment je dessine bien, comme ça j'aurai peut-être plus d'amour ». Quand je dis plus d'amour, je ne dis pas plus de sexe. Hein. Plus d'amour, plus de réception. Ça peut être aussi plus de sexe, évidemment, mais... Et puis, au bout d'un moment, quand même, on réfléchit, on se dit « Mais pourquoi on fait ce métier-là? Quel est mon but? Est-ce que c'est juste pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour épater les filles? Dans ce cas-là, il vaut mieux faire de la musique et jouer de la guitare. Est-ce que c'est pour raconter quelque chose et s'exprimer? Et puis, on se rend compte assez vite que c'est pour plein de raisons en parallèle, mais c'est des raisons qui évoluent avec le temps. Quand je travaille maintenant, je ne travaille pas pour les mêmes raisons que quand j'avais 30 ans. Quand je travaille maintenant, c'est vraiment parce que j'ai un truc à faire, une vraie envie. Je les avais vraiment là à l'époque. Mais par exemple, quand j'avais des plans de publicité à faire, comme je vous ai dit avant, j'acceptais parce que ça me rapportait beaucoup d'argent et comme ça, j'étais sûr de faire les albums que je voulais faire. Il n'y a rien de pire dans un travail d'auteur, à mon avis, c'est d'être obligé de faire ce qu'on aime faire. Parce qu'on perd le goût et le plaisir de travailler. Je pense que le plaisir de faire ce métier-là, ou n'importe quel autre métier artistique, ou même n'importe quel métier, ce plaisir-là, il est rare. Trouver le métier qui nous plaît, qui nous convient, et avec lequel on peut vivre, c'est chouette. Mais si... comment expliquer ça? Imaginez votre pire ennemi. On a tous un pire ennemi, quelqu'un qu'on n'aime vraiment pas.
Et tu as ton gâteau préféré devant toi. Et ton pire ennemi te dit « mange ce gâteau ». Tu as moins envie de le manger. C'est simplement ça. Donc, c'était quoi la question? Je ne sais plus. Pourquoi des animaux? Oh, j'en suis très loin. Ouh. Waouh. Donc voilà, parce que c'était plus facile à faire. Et puis j'aime bien l'idée qu'on ne reconnaisse pas vraiment une typologie de gens. C'est-à-dire que si ça ressemble trop à son cousin, à son banquier, à son percepteur, on peut avoir une vision différente des personnages et de leur comportement. Même si moi, si je dessine des renards ou des chats, ce n'est pas des animaux qui vont être rusés. Si je dessine des chiens, ça ne va pas être forcément des policiers, etc. Vous avez lu mon histoire des petits riens, là? Elle est très intéressante. Mais je l'avais noté dans mon calepin quand j'étais en Suisse en juin dernier. Ça, c'est mon petit calepin. C'est la même histoire. Donc j'ai repris l'avion pour la première fois depuis 2 ans. Parce que pour aller en Suisse, il y a des liaisons directes Montpellier-Bâle. Et après, en une demi-heure, j'étais au milieu de la Suisse. Souvent, je choisis mes destinations par rapport à si c'est facile d'y aller ou pas facile d'y aller. Si c'est très 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 loin et très compliqué, à part si c'est Fidji, j'y vais pas. Mais là, donc, j'ai pris l'avion. Et j'ai un copain, Fabrice R, qui habite dans le coin aussi, qui lui est venu en train. Et je lui ai dit, quand on était sur place après, je lui ai dit, mais t'es venu en train? Il me dit, oh. Et le soir, quand on devait repartir, je lui ai dit, bah, écoute, tu pars déjà maintenant, il est midi. Bah ouais, moi je pars pas plus tard, puis j'arriverai quand même avant toi, je lui ai dit. Donc mon avion n'a pas décollé. J'ai dû quémander un autre billet d'avion pour le lendemain, payer de ma poche un taxi pour aller jusqu'à Strasbourg depuis Bâle. Ça m'a coûté un bras. Payer l'hôtel, repayer un taxi le lendemain matin pour aller à l'aéroport. Donc j'étais à Saint-Malo la semaine dernière, en train. On sait tirer les leçons au bout d'un moment. On vieillit, on dit au bout d'un moment, effectivement, je vais agir en conséquence, parce que c'est bête de détruire la planète en prenant l'avion, et puis surtout pour finir par perdre sa journée. Une question encore? Oui, j'ai une question. Oui. Vous parlez tout à l'heure par rapport à votre relation de travail avec Johannes Farr. Comment est-ce que vous gérez vos collaborations comme ça? Gérer dans quel sens? C'est-à-dire s'il y a des conflits ou peut-être des différences d'idées ou en fait une différence de perspective. Je comprends. On a un avantage avec Johannes, c'est qu'on a notre travail d'auteur à côté, où on peut faire ce qu'on veut, ce qui fait qu'on n'est pas frustré, on n'a pas d'ego à mettre dans Donjon. Donc, si on n'est pas d'accord sur quelque chose, s'il y a un des deux qui n'est pas d'accord, il donne ses arguments, et puis l'autre, s'il dit, effectivement, si tu n'es pas d'accord, on ne va pas faire comme ça, et puis c'est tout. Il faut que les deux soient d'accord. Mais c'est plus compliqué quand il y a une frustration de reconnaissance par ailleurs. Là, je comprends que ça donne des situations qui ne sont pas faciles à gérer. Et quand on bosse, on a 2 paquets de feuilles, voire 3 paquets de feuilles, et on bosse sur généralement 2 à 3, voire 4 albums en même temps. Quand j'ai dit tout à l'heure que le premier jour, on avait fait un album, en fait, le premier jour, on avait fait 23 pages d'un album et 23 pages d'un autre album. Et le lendemain, on avait fait les 23 autres pages et les 23 autres pages. On dit, voilà, comment ça commence? Ah, j'ai une idée, ok, c'est bon. Il y en a un qui prend la feuille de papier, qui commence un truc. L'autre, il prend son autre feuille de papier. Il dit, moi, je vais faire un truc qui se passe dans telle chronologie. Ouais, il se passerait quoi? Ouais, ok, bon, la situation est bien, ok, vas-y. Et dès qu'on ne sait plus où aller, vas-y, Joanne, continue. Ouais, vas-y, Lewis, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une scène de bagarre, je ne sais pas comment... On a des
des facilités chacun sur certaines choses. Quand il y a du narratif qui se veut un petit peu éloquent, je donne la place à Johan qui va réussir à faire des trucs. Quand il y a besoin d'un peu plus de scènes d'action, de visuel, c'est moi plutôt qui vais les faire. Souvent, quand il y a des personnages qui vont dire des trucs un peu bêtes, un peu scatologiques, les lecteurs ils disent « Ah, Lewis, c'est tellement drôle !» Et je dis « Non, ça c'est Johan. » Ça peut être moi aussi. Et puis parfois il y a des trucs intelligents et on croit que c'est Johan, mais c'était moi qui les avais écrits. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est lui qui a sa licence de philosophie et pas moi. Et en tant que scénariste, par rapport au dessinateur, quand tu interviens, comme on voit dans l'exposition, un Mickey, que tu as scénarisé avec un synopsis, et à côté, le dessinateur a fait autre chose. Comment ça se passe? Alors c'est très simple, moi je fais des bandes dessinées parce que j'aime bien, c'est ma manière naturelle de faire les choses. Souvent on dit même, voilà, mon dessin c'est une sorte de dessin-écriture, parce que vous voyez, là j'ai un stylo plume, je travaille comme si j'écrivais. Et quand je fais du scénario, je fais du scénario de la même façon. J'ai des bonhommes patates, et il se passe ça, je prends une autre feuille, il se passe ça à page 2, il se passe ça à page 3. Par contre, comme c'est un travail de collaboration, je demande vraiment clairement au dessinateur, qui est très très souvent un copain, est-ce que tu veux voir mes bonhommes patates avec le découpage comme ça, tel quel, qui est lisible, et après tu en fais ce que tu veux, ou est-ce que tu veux que je te retape tout sur un logiciel? Et la plupart du temps, on me dit non, c'est bon, donne-moi tes trucs, et puis j'arrange la sauce. Et moi, je leur dis vraiment, voilà, c'est juste une base pour moi, jeter mon scénario, tu recomposes comme tu veux, j'ai pas du tout d'ego là-dessus. Les deux seuls qui m'ont dit je veux un scénario tapuscrit, ce sont deux dessinateurs réalistes ou semi-réalistes, c'est Mathieu Bonhomme, quand on a fait Omnivisibilis et Texas Cowboy. Les deux fois, il m'a demandé de tout retaper, donc je faisais tout avec des dessins, et après je refaisais tout comme ça. Et généralement, il dessinait exactement ce que j'avais dessiné. Mais bon, ça lui faisait plaisir. Et Stéphane Waris sur la série Maggie Garrison, où également il préférait avoir la liberté de réimaginer la scène. Mais c'est normal aussi, je veux dire, moi, le scénario, je vais l'écrire en 10 jours, 12 jours, et lui, il va passer quasiment 1 an à faire son scénario. Donc si c'est juste un exécutant qui doit faire le travail d'exécutant, d'artisan à faire le truc que le scénariste lui a mis sous le nez, c'est pas très excitant. S'il doit se mettre dans la position de metteur en scène, c'est un peu mieux. C'est plus valorisant. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Alors, si j'ai le temps, si c'est sec, je vais mettre un peu de couleur. Sinon... Alors, le problème, c'est toujours ça. C'est on met de l'encre, et puis après, on doit gommer. Et après, on fait des ratures. Ça fait des gros... Alors, je vérifie quand même, voilà. Ça va bon. J'ai une petite question. Oui. Alors là, c'est vraiment de la curiosité personnelle. Le Tintin, légende urbaine ou réalité? Le Tintin, légende urbaine ou réalité? Eh bien, le Tintin, légende urbaine ou réalité? Bien sûr. Mais jamais, vous verrez. Donc moi, le plan, pour ceux qui ne savent pas, c'est que j'ai écrit avec Benoît Peters un scénario de Tintin et tout est dessiné depuis déjà quelques années. Et ce sera publié en 2054, lors des 70 ans de la mort d'Hergé, quand Tintin sera dans le domaine public. Parce que si je le fais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est trop vieux, on fait des trucs pas bien. Donc autant le faire quand on est en pleine possession de ses moyens. Donc c'est ce que je raconte depuis maintenant 15 ans, 20 ans. Et plein de gens pensent que c'est faux. Il y en a d'autres qui pensent que c'est vrai. Et il n'y a que Benoît Peters qui sait. Donc demandez à Benoît Peters. Mais par contre, si j'ai une autre idée pour un Lapino avec Tintin, je le fais. Parce que j'ai fait Lapino avec Astérix, là, qui est sorti en juin. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un Lapino Astérix. Qui c'est qui ne le savait pas?
Bravo. Alors, il pense que c'est une blague aussi. Donc ça s'appelle Partoutatis. Et ça commence, c'est dans la forêt. Lapino, on entend bon, et Lapino, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il est habillé bizarrement. Et là, il voit un casque par terre. Il dit, oh, c'est marrant, on dirait le casque de. Et puis là, il y a les buissons qui s'écartent et il y a Obélix qui arrive. Et il dit, Astérix! Et l'autre, il fait quoi? Allez, Astérix, viens vite, il y a Panoramix qui a besoin de nous. Et Lapino, il dit, mais je ne suis pas Astérix, je suis Lapino. Alors regardez, j'ai des oreilles comme ça, j'ai des pieds comme ça. Et Obélix, il le tient par la main, il lui dit, allez, viens, ça suffit tes blagues. On a besoin de toi au village. Donc, Lapino est dans la peau d'Astérix. C'est une parodie. Sinon, j'aurais pas le droit. Je me suis bien amusé. Et je n'ai pas eu de procès. Alors beaucoup de personnes me disent, mais comment tu as fait? Tu as eu les droits? Non, je n'ai pas eu les droits, mais c'est une parodie. En France, on a la possibilité de faire des parodies, mais pas n'importe comment. Il faut, que je n'atteigne pas le droit moral de l'auteur des personnages. Si je faisais des choses pornographiques avec les personnages, ce serait interdit, même si c'est de la parodie. Si je faisais ou l'apologie du terrorisme, par exemple, interdit. Et si je faisais, par exemple, du parasitisme, c'est-à-dire que si sur la couverture, on pense que c'est un album d'Astérix, et que les gens l'achètent pensant que c'est un album d'Astérix, ça c'est interdit aussi. Donc voilà, donc, il faut vraiment être à cheval sur le... Et il ne faut pas faire la même chose non plus, parce que c'est pas intéressant. Si on fait un album comme un album d'Astérix, mais c'est Lapino, ça va pas. Si j'avais fait une aventure où ils allaient combattre Jules César pour un autre truc, ouais, et après, quoi, c'est pas... Donc moi j'ai fait une espèce de mise en abîme où Lapino sait qu'il est Lapino. Lapino sait que Astérix, enfin, le monde d'Astérix existe, mais en bande dessinée. Il ne comprend pas pourquoi il est dans le monde d'Astérix là, et on va le découvrir petit à petit pour des raisons... et avec une vraie aventure, avec un vrai méchant, qui est breton. Pas que j'aime pas les Bretons, mais il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un. Et donc, si j'ai une idée pour faire une parodie de Tintin, je ferai. J'avais une petite idée à un moment. Ah, je peux vous montrer quelque chose. On capte ici ou on ne capte pas bien Internet moyen? Si, 4G, je vois. Je vais vous montrer un truc que vous ne savez sûrement pas. En tout cas, je pense que 95% de la salle ne sait pas. Culture aujourd'hui. Donc, qui s'occupe des droits de Tintin actuellement? C'est Moulinsart, donc la veuve d'Hergé et son nouveau mari. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que avant que Hergé fasse Tintin, il y avait un auteur de livres qui s'appelle Benjamin Rabier, qui a fait beaucoup de livres illustrés, pas de bande dessinée vraiment parce que c'était pas avec des bulles. Il a fait le logo de la vache qui rit, par exemple. Ça, c'est un truc que vous devez connaître. Après, c'était redessiné évidemment plus tard, mais la vache avec les boucles d'oreilles comme ça, c'est lui qui a fait. Et il a fait aussi une série jeunesse qui s'appelle Tintin Lutin, avant que Tintin existe. Donc si je voulais faire une série qui s'appelle Tintin Lutin, je pourrais. Je peux peut-être écrire Tintin en gros et Lutin plus petit aussi. Ça, c'est si j'étais très vicieux. Mais, surtout, il a fait une série qui s'appelle Onésime. Est-ce que vous voyez ici Onésime? On voit ou on ne voit pas? Il faut que je pose là comme ça. Vous voyez le personnage? On voit bien. Est-ce que je peux agrandir? On ne peut pas agrandir comme ça? Non. Tout refusé. Donc voilà. C'est un personnage qui a une houppette, qui a des pantalons de golf et qui a un chien. Donc je peux faire une aventure d'Onésime. C'est libre de droit. Vous connaissiez? Intéressant. La culture.
Mais bon, si j'ai vraiment pas une bonne idée, je le fais pas, quoi. Le plan, c'est pas juste faire quelque chose pour faire chier des gens. Il faut vraiment faire une bonne histoire, que ce soit rigolo. Qui a lu le Astérix que j'ai fait? Qui a trouvé ça pas très rigolo? Merci. Alors pour ceux qui regardent le film du truc, qui ne voient pas le public, personne n'a dit que c'était pas bien. Ouf. Une autre question? Oui, au milieu. Au milieu, juste pour faire chier, celui au milieu. Désolé pour le second micro. Moi, je voulais savoir si, du coup, vous êtes auteur de bande dessinée, mais est-ce que vous lisez encore beaucoup de bandes dessinées malgré votre travail? J'en lis de moins en moins. Je lis beaucoup parce que je suis encore éditeur chez Delcourt, la collection Shampoing, où j'ai publié Guy Delisle sur les Chroniques de Jérusalem, par exemple, et plein d'autres jeunes auteurs. J'ai publié le Grand Méchant Renard. Donc je lis beaucoup de projets. Je lis moins de bandes dessinées parce que j'y trouve moins mon compte. Je suis devenu très exigeant. Et c'est assez pénible parce que le plaisir que j'ai en tant que lecteur, il se fait rare à cause de mon exigence. La dernière fois que j'ai vraiment beaucoup aimé une série de bouquins, c'était Last Man. Parce que j'y voyais une énergie... les mecs, ils y allaient, quoi. Et puis ça s'auto-zappait au niveau du récit. Ils allaient parce que je m'ennuie aussi très vite. Si au bout d'un moment, je vois où ils veulent en venir les gens, ça me saoule. J'aime bien la surprise. C'est pour ça que j'improvise j''improvise toutes mes histoires. J'ai jamais écrit un scénario de bout en bout, puis après je l'ai dessiné. J'ai toujours fait 1 page, 2 pages, 3 pages de scénario, et puis après je les encre. Puis après encore 2-3 pages, j'encre 1 page, j'encre. C'est juste vers on va dire les 2 tiers, les 3 quarts, que là j'écris jusqu'à la fin pour être sûr de tomber sur le bon nombre de pages. Sinon c'est ridicule de faire un album de 47 pages. Ça coûte plus cher à l'éditeur de rajouter un cahier de 8 dont il va enlever 6 pages pour rien. En plus avec la pénurie du papier en ce moment, ce serait complètement stupide. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à la question. Oui, ouf. Une autre question? On peut parler de quoi? Vous connaissez combien gagne un auteur vraiment par rapport au prix du livre? Ça peut être intéressant comme... Donc, quand je disais 10%, c'est 10% en moyenne sur le prix du livre hors taxe. C'est-à-dire que si on va faire un camembert, vous aimez les camemberts? Oui. Il y a des gens qui veulent être auteurs de BD dans la salle? Un peu. 1, 2, 3. On va faire le camembert, des répartitions. Ça, c'est le prix de vente. 10%, je ne sais pas comment on fait 10% d'un camembert. 50%, 50%, 25%, 10%. 10%. Voilà ce que je fais? Ouais. 10%, ça c'est pour l'auteur. Il y a 10% pour la diffusion. Il y a 10% pour la distribution. La différence entre l'un et l'autre, il y en a un qui va en librairie, il va montrer les bouquins qui vont être publiés, il demande combien les libraires en commandent. L'autre, il a des camions, il a les bouquins, et il les amène au libraire, et il reprend les bouquins qui n'ont pas été vendus. Vous voyez? Le libraire, il a en moyenne, on va dire, 35-40%. Libraire. Ça fait 40, 50, 60, 70. On voit déjà que 70, c'est pas très bien fait là. Voilà. J'ai eu mon bac grâce aux maths. Hein. Ne me sous-estimez pas. Donc 70%, il reste 30%. Qui vont pour qui? L'éditeur. L'éditeur, sur ces 30%-là, lui, il a payé des avances sur droit et il a payé aussi l'imprimeur. D'accord?
Donc, en moyenne, l'éditeur va perdre de l'argent sur environ 80% des livres qu'il va faire. Il gagne sa vie sur les quelques best-sellers et c'est tout. Et on peut dire, ah, mais pourquoi le libraire il a 40% alors que l'auteur il a 10%? C'est injuste. Ah oui, mais sauf que le libraire il a 40% dans sa librairie, alors que l'auteur il a 10% dans toutes les librairies. Voilà. C'était intéressant. Culture. Mais par exemple, moi, quand j'ai fait La Mouche aux éditions du Seuil, où vous savez, j'avais été payé 5 000 francs. Et j'avais 6% de droits d'auteur. Parce que le Seuil, à l'époque, il considérait que c'était des livres jeunesse. Et les livres jeunesse, les auteurs ont 6%. Même encore maintenant, généralement, il faut batailler pour obtenir peut-être 8%. Et j'avais 6%, moins 1% de droit de passe. Et alors là, on dit, mais qu'est-ce que c'est le droit de passe? Le droit de passe, c'est pour le calage du livre à l'imprimerie, ils envoient des feuilles et des feuilles pour que ce soit bien imprimé, que ce ne soit pas décalé. Et en fait, c'est l'auteur qui payait ça d'1%. C'est devenu illégal depuis. Mais en 93, c'est moi qui ai payé le papier. Ça ne m'a pas fait très plaisir de l'apprendre, mais bon, j'avais pas le choix. Quand on est jeune auteur, on n'a pas le choix. Hein. Oui, une question. Donc vous parlez du coup de la publication dans une boîte d'édition, mais qu'est-ce que vous pensez de l'auto-publication, de faire ça de soi? J'en pense forcément du bien aussi. Hein. Je me suis moi-même auto-publié quand je faisais mon fanzine et auto-publié quand j'étais à l'association. On était 6 auteurs, on s'auto-publiait. Maintenant, il y a des systèmes en plus avec le crowdfunding où on peut espérer, si on a suffisamment de followers, financer un livre. Donc c'est bien. Mais en même temps, on va être suivi par des gens qui nous connaissent déjà. Et on n'aura pas la chance aussi d'être dans les réseaux d'exploitants en librairie, où on peut découvrir des livres, où le libraire peut dire « Ah, c'est un coup de cœur, vous ne connaissez pas, ta. » Donc c'est un peu le problème que rencontre Lisa Mandel actuellement avec sa maison d'édition exemplaire, qui est vraiment une maison d'édition très très bien, où l'auteur a, dans mon souvenir, quasiment 40% de droits d'auteur, ce qui est inimaginable. Hein. Généralement, même les auteurs les plus connus en littérature, je crois que c'est Jean d'Ormesson, il avait 18%. C'était vraiment le maximum du maximum. Donc là, l'auteur a 40%, mais va effectivement ne publier que des auteurs qui ont beaucoup de followers, qui sont à peu près sûrs de rentabiliser et d'arriver au bout du crowdfunding. Si les auteurs ne sont pas dans cette condition-là, elle va les aider à atteindre plus de followers, si elle croit au projet. Et après, elle vend ses livres en librairie, mais en ferme. C'est-à-dire que les livres sont commandés, ils arrivent en librairie. Si le libraire ne les vend jamais, il est obligé de les garder. Alors que le système habituel, c'est s'il ne les vend pas, au bout de 3 mois, 6 mois, il va les retourner à l'éditeur. Donc il y a du pour et du contre. Il y a des auteurs qui veulent être eux-mêmes leur propre éditeur. Claire Bretéché l'a fait dans les années 80. Et puis, vers la fin des années 90, elle a revendu tout à Dargaud pour que Dargaud s'en occupe. Parce que c'est quand même une tannée de gérer une société. Riyad Satouf a créé, là, il y a 1 an ou 2, sa propre structure, les Éditions du Futur, pour se publier. Parce qu'il préfère gérer tout seul. Ce qui peut se comprendre, hein, si on n'a pas confiance, si on a envie d'avoir les mains dans le cambouis et de faire exactement ce qu'on veut, c'est très bien. Mais ça demande après beaucoup de tracas administratifs. Hein. Moi, je ne le ferai pas parce que je ne sais pas gérer une boîte. Donc ça ne m'intéresse pas. Je préfère que l'éditeur il prenne sa part et puis voilà. Donc voilà, pour répondre à l'auto-édition, il y a du pour et il y a du contre. Mais j'aime bien, par exemple, Albert René, ils ont fait de l'auto-édition et ils ont publié que leurs bouquins. C'est peut-être dommage aussi parce que quand tu es éditeur, le plan c'est de faire des best-sellers et avec l'argent des best-sellers, publier des jeunes auteurs.
moi, sans Astérix, comme j'avais dit précédemment, j'aurais pas pu publier chez Dargaud et j'aurais pas pu avoir la carrière que j'ai eue jusqu'à présent. Il y a plein d'auteurs qui n'auraient pas pu être publiés si les éditeurs ne faisaient que le truc qui rapporte beaucoup d'argent et rien d'autre. Je n'ai pas regardé l'heure, ça fait 1h10, on est ensemble, c'est bien. Bon, j'ai fait une seule case pour l'instant, j'ai même pas fini. Bon, je finirai pas la page, hein, c'est pas grave. J'ai tellement peur de faire des traces en gommant. Là, je vais faire un petit jeu pour montrer que c'est la nuit, parce que sinon on ne va pas comprendre que c'est la nuit. Alors j'utilise des aquarelles. Souvent, j'utilise plutôt des encres Liquitex, c'est des encres acryliques, parce qu'elles sont plus vives. Les aquarelles, elles sont un peu ternes. Voilà, je n'ai pas beaucoup de conseils à donner sur la mise en couleur. Je pense que chacun doit faire à peu près avec sa technique, comme il veut, comme il peut surtout. Par contre, je peux vous donner des conseils sur le... Moi, j'utilise un stylo plume Namiki. Ah, c'est une belle histoire, cette histoire, je vais vous la raconter. C'est une belle histoire parce qu'elle est rigolote. Et on aime bien quand c'est rigolo. Donc, je fais mes carnets comme ça, depuis des années, quand je vais en festival, à gauche, à droite. J'emporte mes carnets, mes aquarelles, parce que c'est plus pratique. Et j'avais des stylos que je n'ai plus là. Ah si, hein, comme ça. Des stylos Mitsubishi Unipin. Parce que c'est indélébile, waterproof. Donc je pouvais passer mes encres colorées dessus. Mais ça me saoulait parce que quand je gommais, parce que je faisais un petit crayonné, quand je gommais, eh ben, il y avait une partie du noir qui s'estompait, et donc ça devenait une espèce de gris foncé. Et après, pour scanner, c'était compliqué. Ça ne me plaisait pas. Donc je voulais un système où je pouvais mettre de l'encre de Chine dans des stylos plumes. L'avantage d'un stylo plume, c'est que normalement, selon la qualité du stylo, on peut appuyer plus ou moins fort, donc on a un trait plus ou moins épais, et ça donne de la vie au dessin. Sinon, on a un trait comme un rotring, et c'est un peu uniforme, c'est peut-être dommage. Donc je cherche déjà qu'est-ce que je peux utiliser comme encre, puis il n'y a rien, pendant des années, il n'y a rien. Et puis d'un seul coup, arrive l'encre qui s'appelle Carbon Ink, qui est une encre japonaise, et qui va dans les stylos plumes, ou dans les rotrings, qui ne bouche pas les stylos, parce que l'encre de Chine, quand on les met dans les rotrings, ça bouche le rotring tout le temps, on est tout le temps en train de le passer sous l'eau chaude, etc., et c'est un enfer. La Carbon Ink, elle est super, parce qu'elle ne bouge pas les stylos. Là, dans ce stylo-là, je l'ai depuis 6 ans, je ne l'ai jamais nettoyé. Et je mets toujours de la Carbon Ink dedans. Et comme vous voyez, c'est waterproof, donc c'est super bien. Mais quel stylo plume prendre? Les stylos plumes qu'on a à l'école, il ne faut pas y penser, hein, c'est pas du tout qualitatif, c'est pas bien. Donc je demande à un dessinateur suédois qui s'appelle Mattias Adolfsson, qui fait beaucoup de carnets, on voit sur son Instagram, il dessine dans des carnets, avec des stylos plumes, il met de l'encre par-dessus aussi. Donc je lui dis, qu'est-ce que tu utilises comme stylo plume? Et je voyais que c'était quand même des stylos plumes de qualité, donc il me parle de beaucoup de stylos, dont le Namiki. Il y en a plein des Namiki, mais bon, il me parle du Namiki. Et je vais voir sur Internet, et je regarde le prix du Namiki, et c'est 530 €. C'est une plume en or, et c'est garanti à vie. Mon vrai nom, c'est pas Lewis Randem, c'est Chabozy, et je suis d'origine auvergnate. Et 530 €, c'est un peu beaucoup. Donc je me dis, c'est pas pour moi, on va pas faire comme ça. Mais je vois qu'à Paris, il y a une boutique qui s'appelle Plume et Billes, sur laquelle je peux essayer différents stylos plumes. Donc je viens avec mon papier là-bas à Paris, mon papier aquarelle, et je regarde sur Internet un petit peu tous les stylos qui existent, et je lui demande d'essayer ces différents stylos plumes avec la bonne encre. Et ça dure 1 heure, hein, j'essaie de trucs. Puis je finis par dire, il y a un stylo qui me plaît un peu, il est quand même à 230 €. Il y avait une bague
coulissante au niveau de la plume, qui permettait un plus ou moins grand écartement de, je sais pas comment ça s'appelle, de l'espace comme ça, qui permettait d'avoir donc un trait plus ou moins fin selon ce qu'on voulait choisir. Si on voulait faire un avant-plan ou un arrière-plan. Et donc je me dis, ouais, je vais prendre celui-là, ça va, c'est bien. Donc, et la personne qui tenait la boutique, donc elle a passé une heure avec moi et elle me dit, bon, bah, est-ce que vous voulez bien signer mon livre d'or? Je dis, oui, je veux bien signer votre livre d'or avec plaisir. Et elle me tend un Amiki. Et je fais, c'est un Amiki ça? Elle me fait, oui. Vous voulez que je change d'avis? Elle me fait. Je prends un Amiki, je l'ouvre, je commence à dessiner sur le truc et je fais là. Auvergne, Auvergne. Donc j'ai acheté le Namiki. J'ai dit non, l'autre je ne prends pas. Donc c'est celui-là, le premier que j'ai acheté, c'est celui-là. C'est une plume M. Et dans la foulée, j'ai acheté un peu plus tard une plume F, mais ça directement au Japon. Je savais que quelqu'un devait revenir du Japon, donc il l'a acheté pour 350. Et je les utilise tout le temps. Et je me demandais si j'étais fou. Est-ce que c'est pas moi juste parce que on m'avait dit Namiki, 530 boules, peut-être je me faisais des idées. Donc je les ai pris en festival, avec du papier aquarelle, et j'ai fait dessiner les copains pour voir. Et ils étaient tous là, waouh! Donc j'étais rassuré un petit peu. Mais pour un jeune auteur, je ne lui conseille pas d'acheter un Namiki. Ça ne sert à rien. C'est pas les outils qui font le dessin, c'est le travail qu'on va fournir, c'est le fait de beaucoup travailler, beaucoup bosser, avoir des idées. Et de toute façon, tous les récits ont déjà été faits. Il ne faut pas croire qu'on va inventer un nouveau truc incroyable. Mais c'est la tonalité, le petit pas de côté qui va changer. C'est ce qu'on a dans la tête qui fait que ça va faire la différence. Donc il ne faut pas hésiter à en faire. Hein. Et il faut aussi faire du carnet de croquis. Vous verrez dans l'exposition, j'ai beaucoup de carnets de croquis. Depuis 2003-2004, je fais des dessins d'après nature. Et ça m'aide beaucoup après pour le dessin normal. On va approcher de la fin, je pense. Donc les dernières questions, ça peut être maintenant. Après, il y a des dédicaces pour ceux qui voudront. Alors, il n'y aura pas d'ordre, hein, j'imagine, pour les dédicaces. Vous avez prévu un ordre? Il y a des numéros ou rien du tout? Ce sera la foi d'empoigne. Alors, je prendrai par ordre alphabétique, avec carte d'identité à l'appui, mais les enfants en premier, malgré tout. Une ou des dernières questions? Non? Vous pensez qu'on a fait le tour? Alors, j'aimerais revenir sur l'un des premiers personnages que vous aviez présenté, la mouche, ou je ne sais pas comment vous le nommez. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble qu'il avait été adapté en dessin animé, pour le coup. Oui. Et du coup, vous en avez pensé quoi? Enfin, est-ce qu'on vous a reproposé par la suite de faire une de vos adaptations en dessin animé ou Alors, l'histoire de la mouche est assez intéressante parce que j'ai commencé par faire une histoire en 4 pages dans la revue Lapin de l'association, où c'était une sorte de mouche qui rentrait dans une maison, qui n'arrivait pas à en sortir, qui se cognait contre la vitre, et puis finalement elle finit par sortir, s'en aller. Et il y a un Français qui travaillait pour l'éditeur Kodansha japonais, qui à l'époque, c'était en 92, 93, il cherchait des auteurs européens pour faire des travaux dans la revue Afternoon. C'est une revue qui fait 1000 pages. Et parce qu'ils sentaient déjà, les Japonais, qu'ils tournaient un petit peu en rond, ils avaient besoin de 100 frais pour copier. Là, je ne dis pas ça en blaguant. Hein. Donc il y a des auteurs comme Baru, qui ont fait l'Autoroute du Soleil comme ça, des auteurs comme Baudouin, qui ont fait des récits pour le Kodansha. Et donc cette personne
arrive dans notre atelier à Paris, donc dans l'atelier où il y avait Joanne, Christophe Blain, David B, Brigitte, Émile Bravo, il y a eu Jean-Christophe Menu, Stanislas, j'ai l'impression que j'en oublie plein, Jean-Yves Duhaut, peu importe, après ils se fâcheront avec moi si je les ai oubliés. Et il vient dans l'atelier, puis il voit cette histoire de mouche, et il dit « Ah, c'est super, est-ce que tu peux faire cette histoire de mouche pour les Japonais, plusieurs histoires courtes, ça devrait leur plaire. » Donc donc il me dit « Oui, je peux. » Donc je commence à faire un essai. Et ils me disent « Ouais, très bien, mais ne fais pas la mouche comme ça. Donc, ne fais pas la mouche comme ça. Parce que noir, c'est pas bien. La mouche noire, on n'aime pas noir. Donc fais la blanche. Et les dents comme ça, c'est pas bien. Fais pas des dents. » Donc je dis, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je fais un smiley. Il me fait, oui. Je lui dis, je laisse les chaussures? Il fait, oui, tu laisses les chaussures. C'est sa personnalité. Donc j'ai fait plusieurs histoires comme ça dans le magazine Afternoon. Dans le magazine Afternoon, c'est un magazine où dedans il y a des petits coupons que les lecteurs doivent renvoyer en disant quel est le dialogue qui leur a le plus plu, la case qui leur a le plus plu, le personnage qui leur a le plus plu, la séquence qui leur a le plus plu. Ils reçoivent des milliers et des milliers de réponses, ils en piochent quelques centaines au hasard, et au premier truc, ils ont vu que la mouche arrivait dans les, je ne sais plus quoi, 8, 7, 5, 6 premiers, ce qui était énorme pour un magazine de 1000 pages. Et là, ils se sont dit, ah ben là, on tient quelque chose, il faut absolument faire une histoire d'amour. Alors que moi, j'avais déjà des histoires en tête, mais pas une histoire d'amour. Ils se sont dit, parce que ça va plaire à un public féminin, donc il faut qu'ils rencontrent une mouchette et que la dernière case qui prendra l'espace de 4 cases, ils s'embrassent. J'ai dit, oui, ça ne fait pas un gag. Ouais, mais fais-nous confiance, on sait ce qu'on fait. Moi, je me disais, Japon, si ça marche, il y aura des dessins animés, il y aura des merchandising, il y aura plein de mouches qui volent, des mobiles, je sais pas, un truc. Ok, on va faire ça. Donc on fait ça. Ils reçoivent les coupons réponses de ce numéro-là, et ça a dégringolé. Ah bah on arrête, c'est pas bien. Ben oui, mais c'est vous qui m'avez dit de faire ça. Ah oui, mais on arrête là, c'est pas bien, on n'a pas du tout un bon retour. Bah ok, merci. Qu'est-ce que je fais? Bah écoute, à la limite tant mieux. Hein. J'ai repris toutes les pages que j'ai faites, je les ai redessinées pour un petit format, avec la mouche noire, et il y a eu un livre, et dans la foulée, il y a eu un producteur qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien faire une série télé avec ça. » La société s'appelle Futuricon. Donc il y a eu une saison qui a été faite. Comme c'était muet, bah, c'était multidiffusé partout à travers le monde. Comme France Télévisions n'aime pas faire des deuxièmes saisons, il n'y a jamais eu de deuxième saison. Ils aiment bien faire de la création, mais pas de deuxième saison. On ne sait pas pourquoi. Et encore maintenant, c'est de temps en temps diffusé, alors que ça date de 95-96. Et j'ai eu quand même quelques d'autres adaptations sur Allez raconte avec José Parando, une histoire d'un papa qui raconte des histoires avec ses 2 enfants. Ah oui, parce que alors je disais tout à l'heure que par rapport à mes enfants, est-ce que je m'en occupais ou pas, et que plutôt pas. Et j'avais tellement honte de pas trop m'en occuper que je faisais des histoires pour eux, mais en bande dessinée. Donc je me faisais en tant que papa avec eux, Pierre et Jeanne, dans le lit, en train de leur raconter des histoires le soir, alors que c'est ma femme qui leur racontait des histoires le soir. Et que j'inventais avec eux. Mais pour qu'en fait, à la fin, ils aient un livre et qu'ils puissent lire des histoires de leur papa, avec eux comme personnages principaux. Donc ça, c'était... Allez, raconte, José Parando les a dessinés. Et il y a eu 2 saisons de ça en adaptation. On devait être en 97, 98. Et on me dit, hey, qu'est-ce que tu voudrais pour faire la voix du papa? Moi, je dis, bah, j'aimerais bien que ce soit Danny Boone. Il n'était pas connu à l'époque. Hein. Et il m'a dit, ah oui, d'accord, on va lui demander. Et puis Danny Boone, il a dit, ah ouais, dans ce cas-là, je vais le faire avec mon fils. Le fils fera la voix du fils. Oh, super, ok. Donc il a fait les 2 saisons avec la voix. Après, il a fait les ch'tis. Et puis, il était inaccessible, mais tant mieux pour aller raconte. On a fait aussi une série qui s'appelle OVNI avec... Fabrice Parme. En fait, c'était un grand album, c'est un album classique, avec un personnage un extraterrestre qui atterrit au niveau de la Pangée
de l'époque de la Pangée sur la planète Terre. Donc il vit à l'époque des dinosaures. Et en fait, il y a... Comment vous expliquer ça? Il y a... Je vais essayer d'être simple. Pour ceux qui connaissent, tant pis, hein, c'est pas grave, mais ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc, en fait, il y avait des doubles pages comme ça. Donc là, on va dire qu'il était... Alors, non, la première page, il est là, il atterrit, on le voit dans sa soucoupe, encore dans sa soucoupe, puis il atterrit, puis là, on le voit qu'il y a une sorte de chemin ici où il va par là, là, il y a une sorte de chemin où il va par là. Vous comprenez le système? On tourne la page, puis on le suit là et là, comme si c'était... Puis là, il prend un autre chemin, un autre embranchement, ou là-bas, et il meurt régulièrement, bouffé par des dinosaures, écrasé par des diplodocus, tac, 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 mais il y a d'autres embranchements qui se font tout le temps, et de page en page, on tourne, et c'est toujours la suite des chemins, et on traverse toute l'époque de l'Antiquité jusqu'à nos jours, avec ce personnage-là qui, à la fin, arrive à récupérer sa soucoupe volante, la réparer, et repartir. Et ça, donc, ça a été adapté aussi en dessin animé, sur M6, et donc là, on m'a dit... Qu'est-ce que tu veux faire comme travail là-dedans? Je dis, je veux bien être directeur d'écriture, c'est-à-dire choisir les auteurs qui vont écrire les scénarios, de façon à ne pas prendre des mercenaires, des gens qui sont habitués à faire du scénario, qui en font au kilomètre. Et j'ai demandé à tous mes copains dessinateurs de venir bosser sur le projet. Donc il y a des scénarios d'Émile Bravo, de Boulet, de Charles Berberian, etc., Aude Picot. Pour cette série-là, et je suis vraiment très content parce que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de surprises, de très bonnes surprises. Mais aussi, on pose souvent la question, mais il y a Mathieu Sapin qui fait du cinéma, il y a Johan Sfar qui fait du cinéma, il y a Riyad Satouf qui fait du cinéma, il y a Marjane Satrapi qui fait du cinéma. Et oui, quand est-ce que vous allez faire du cinéma? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai un caractère de cochon, donc ça ne se passerait pas forcément très bien sur le tournage. Puis surtout, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de plus d'amour, j'ai pas besoin d'aller chercher 1 million, 2 millions, 5 millions de spectateurs pour que les gens y m'aiment plus. Je m'en fiche. Je dis pas que les autres font ça pour ça, mais moi j'ai un domaine de prédilection qui est la bande dessinée, je sais en faire, j'arrive à en faire un peu mieux depuis une dizaine d'années. Je vais pas tout lâcher pour faire... puis après faire la promotion, aller dans les cinémas, montrer les trucs. Ah, regardez, j'ai fait mon film. Ah, il y a l'équipe, regardez, il y a l'équipe. Non. Donc non, voilà, je suis très content. Quand il y a des adaptations qui peuvent se faire, je les fais. Par exemple, il y a des Anglais qui ont acheté la série Maggie Garrison pour faire une série live. Donc ça, je suis ravi, mais c'est vraiment, il y a des choses qui sont vraiment par hasard. L'éditeur de Maggie Garrison, donc Maggie Garrison, c'est une espèce de quelqu'un qui aide un détective privé, c'est son assistante, on va dire, à Londres. Pourquoi à Londres? Parce que Stéphane Wary, qui dessine, a habité Londres dans un quartier très précis pendant 3 ans, et il m'a dit ce serait sympa de faire un truc qui se passe dans cet endroit-là, je le connais bien. Je dis ok, pourquoi pas. Donc c'est comme ça. Donc l'éditeur a essayé de le faire publier par un éditeur anglais pendant longtemps, personne n'en a voulu. Il y a, je crois, une société qui s'appelle Eurocomics qui est gérée par les éditeurs qui font des traductions des bandes dessinées qui leur semblent adaptables à l'étranger. Donc c'est des traductions en anglais pour montrer à des Espagnols, des Chinois, des Japonais, des Anglo-Saxons ce qu'est la bande dessinée pour qu'ils puissent la lire. Donc ça fait la promotion de la bande dessinée. En soi, c'est bien. Et il y a beaucoup d'albums qui sont justement publiés parce que les éditeurs étrangers peuvent lire l'album dans une langue compréhensible. Le français n'est pas compréhensible. Tout le monde le sait. Trop compliqué. Et donc, Maggie Garrison est traduit en anglais. Une éditrice anglaise publie les 3 volumes qui existent en un seul volume. Et là-dessus, il y a un article dans The Guardian qui dit « Si j'étais producteur, ça commence comme ça, si j'étais producteur, je me jetterais tout de suite pour acheter les droits pour faire une série avec ce formidable bouquin. » Dans la semaine, ils ont reçu 20-25 propositions pour acheter les droits. Alors qu'avant, ils avaient été voir, mais bon, il n'y avait rien. Donc c'est très bien, tant mieux. Mais bon. Mais la langue française, oui, c'est compliqué. Hein. Il y a des trucs de fou. Je te laisse la parole après, mais je vais juste faire un mot contre la langue française.
Il y a des mots, en langue française, ils sont au masculin au singulier et ils sont au féminin au pluriel. Vous savez ça? Oui? Il y en a qui ne savaient pas. Amour, c'est de belles amours, c'est au féminin, alors que c'est un amour. Ou les orgues, on dit des grandes orgues et un orgue. Tu dis, mais pourquoi? Oh, c'est comme ça, c'est une belle langue. La langue de Molière. Et c'est pour ça que c'est l'anglais qui va tout bouffer. On peut pas lutter avec des exceptions tout le temps comme ça. Une question là-bas. Oui, je voulais vous demander, vous avez beaucoup parlé de votre processus de création, que ce soit dans le dessin ou dans les scénarios. Et en ce qui concerne les validations des dessins avec les dessinateurs avec lesquels vous travaillez, vous faites comment? Vous êtes tyrannique, vous êtes plutôt gentil, ou vous laissez complètement libre il faudrait demander aux gens avec qui je travaille. Généralement, en fait, je travaille avec des copains. Je n'ai jamais travaillé avec des gens avec qui j'avais aucun lien d'amitié, quoi. Donc, si je travaille avec eux, c'est parce qu'ils me demandent, ou je leur demande, ou je sais qu'il y a moyen de s'entendre. Je crois que c'est assez simple. Même pour le scénario, je veux dire, quand je fais Texas Cowboy avec Mathieu Bonhomme, on va bouffer ensemble avant et on dit, voilà, qu'est-ce que tu veux comme séquence, qu'est-ce que tu veux comme scène typique ou pas de l'univers du western que je fasse, quel type de personnage, de relationnel. Et puis après, j'ai tout ça, je prends la mallette et hop, je vais travailler. Quand je travaille avec Alfred sur Castelmore, qui est un bouquin que j'adore aussi, il me dit, je voudrais faire un livre un peu comme un conte de fées, mais revisité. Tu peux pas m'écrire un scénario? Ouais. Qu'est-ce que tu veux comme truc? Et il me dit, j'aimerais bien une mère, une grand-mère et sa fille dans une barque, on ne sait pas pourquoi. Je voudrais bien une sorcière dans la forêt, on ne sait pas pourquoi. Un roi, un château au milieu de la tempête, une espèce de tempête éternelle. Je voudrais un chasseur qui est égaré dans la forêt, on ne sait pas pourquoi. Donc je prends tout ça, parfois je prends des éléments, je les garde, parfois je ne les garde pas, et je fais mon scénario. Et quand il y a au niveau de la lecture un truc chez les uns ou chez les autres que je ne comprends pas, je dis là je ne comprends pas ce que tu m'as fait comme dessin, c'est pas super clair. Donc soit il me dit c'est vrai, t'as raison, puis il refait, mais jamais il me dit tu racontes n'importe quoi, on s'entend, ça va, je travaille avec des gens de bonne compagnie, donc c'est chouette. Hier c'était quoi? C'était Boulet qui m'envoie sa couverture du donjon qui sortira l'année prochaine. Est-ce que j'ai ça là? Ouais, je devais l'avoir, mais j'ai tout vu. Ah oui, voilà. Donc voilà, donc il m'envoie ça, vous voyez? Donc c'est Marvin, mais je trouvais que le personnage il ressortait pas par rapport au fond. Non, ça c'est moi qui l'ai fait ça. Il est où, tiens? Voilà, ça c'est moi qui l'ai proposé, c'est une contre-proposition. Voilà, ça c'est ça qu'il avait fait. Vous voyez, la peau du personnage, elle est comme le fond. Donc il a fait ce travail-là en direct toute la journée sur Twitch. Donc à un moment, il n'avait pas forcément les yeux en face des trous, mais je lui dis voilà, il y a un souci de truc. Il me dit effectivement, il y a un truc. Je lui ai proposé des choses différentes. Il m'a refait une contre-proposition ce matin en me disant plutôt comme ça, on va te dire c'est où. Alors là, vous voyez tous les gens qui m'écrivent. C'est bien, hein? En fait, en gros, ce sera plutôt comme ça à la fin. Donc la teinte a changé. Je lui ai demandé d'ajouter un petit liseré aussi blanc sur le côté pour faire ressortir. Oh, il y a Bénédicte Pailleux qui veut absolument que j'arrête de vous parler. Eh bien, je ne vais pas arrêter de vous parler. Je vais continuer à vous parler pendant des heures. Et vous allez être mes prisonniers. Allez, la toute dernière question. On est d'accord? Sauf s'il n'y en a pas. La question c'est, comment on fait pour rendre le monde un peu meilleur? Ça vous plaît ça comme question? Et la réponse est? Il faut être bienveillant avec les gens autour de vous. Vous rendez des services. Et si on vous dit, et qu'est-ce que tu veux en échange du service? Tu dis, rends le service à quelqu'un d'autre, gratuitement aussi. On ne pourra pas changer les choses en Ukraine, on ne pourra pas changer au Proche-Orient, Palestine, Israël, on ne pourra pas changer plein de choses, mais on peut changer un petit peu les choses autour de nous. C'est tout ce qu'on peut faire. Vous le saviez déjà,
mais c'est bon de le répéter. Merci à vous. Quelle belle conclusion. Merci Lewis Trondheim. Donc c'est le moment où vous pouvez faire dédicacer vos albums. Alors, si vous n'avez pas vos albums sur vous, vous pouvez vous en procurer là-haut. D'abord les enfants, et après, par ordre alphabétique avec carte d'identité à l'appui. Tant pis pour les Ziegler, Zimmer, Zimmermann, Zuccarelli. Vous venez dans l'ordre que vous voulez, vous marchez sur les pieds, peu importe. On s'en fout. N'hésitez pas à aller à la médiathèque également, vous verrez toute la sélection de livres dans un petit salon très sympa. Merci à vous.